Crois-tu que tu traverses la période la plus difficile de l'histoire? Conflits, épidémies, crises. Il paraît que le monde s'écroule. Et si je t'informais qu'il y a eu une année si noire, si désastreuse, que tout ceci paraît n'être qu'une simple éraflure dans la chronologie de l'humanité? Bienvenue en l'année 536 de notre ère. Durant une période de 18 mois, le Soleil a presque totalement disparu du firmament. La planète a été plongée dans une obscurité glaciale. Les moissons ont raté. La famine a envahi de vastes continents. Les empires ont commencé à se désintégrer. Et même la nature semblait ourdir des complots contre l'existence humaine. Mais le pire n'arrivait pas encore. Dans ce film, vous allez apprendre comment un événement météorologique dévastateur a déclenché ce que beaucoup jugent être l'apocalypse authentique de la civilisation. Tout cela t'attend ici. Découvertes scientifiques, témoignages négligés et un mystère ancien que l'histoire a tenté de cacher. Lors d'une conférence universitaire en 2018 qui n'attirerait pas l'attention du grand public, mais qui secourait les bases de l'histoire médiévale, un professeur de Harvard connu sous le nom de Michael McCormick a formulé une affirmation qui transformerait irrévocablement notre perception du passé. McCormick, un spécialiste de l'histoire médiévale, avait consacré des décennies à la recherche de ce qu'il désignait comme l'année disparue de l'histoire. Tel un enquêteur œuvrant sur une affaire vieille de 1500 ans, il avait accumulé des éléments provenant de références que la plupart des universitaires avaient soit ignorées, soit mal comprises. McCormick ne se distinguait pas des autres historiens. Il avait dévoué sa carrière à un domaine que l'on pourrait qualifier d'histoire judiciaire, l'utilisation de preuves scientifiques contemporaines pour élucider des mystères historiques anciens. Sa méthode était novatrice. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les écrits, qui peuvent être partiels ou déformés, il fusionnait des éléments archéologiques, climatiques, biologiques et textuels pour établir une image exhaustive des événements historiques. C'était comme s'il avait utilisé les instruments du CSI pour analyser l'histoire médiévale. Sa recherche sur l'année 536 après JC a débuté lorsqu'il a détecté une anomalie dans les documents historiques. Diverses sources, issues de différentes régions du globe, évoquaient le même phénomène mystérieux. Le Soleil avait cessé d'émettre sa lumière habituelle. Ce n'était pas une éclipse qui dure quelques minutes ou heures, mais un phénomène qui se prolongeait sur des mois, voire des années. Les chroniqueurs de l'époque peinaient à trouver les mots justes pour décrire ce qu'ils observaient, employant des expressions telles que « le soleil sans rayon » ou « le soleil qui éclairait comme la lune ». L'étude de McCormick a démontré qu'il ne s'agissait pas d'exagération poétique ou de superstition du Moyen-Âge, mais plutôt des représentations exactes d'un véritable phénomène climatique dévastateur. Grâce à la paléoclimatologie, la science dédiée à l'étude des climats passés, lui et son équipe ont réussi à prouver qu'un événement exceptionnel s'est produit dans l'atmosphère terrestre durant cette année-là. Les carottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique indiquaient nettement une perturbation à grande échelle dans l'atmosphère. Les anneaux de croissance des arbres à travers le globe signalaient des conditions de développement très défavorables. Des indices chimiques de cette catastrophe planétaire ont même été retrouvés dans les sédiments de lacs distants. Cependant, McCormick n'a pas limité ses actions à cela. Son talent se manifestait dans sa capacité à établir un lien entre les données scientifiques et leurs répercussions sur l'humanité. Il saisissait que les changements climatiques ne se déroulent pas dans un vide. Ils engendrent des répercussions en chaîne qui affectent tous les éléments de la société humaine. Il a donc entrepris de retracer les répercussions de cette catastrophe climatique en s'appuyant sur des archives historiques, archéologiques et biologiques, élaborant un dossier qui se voulait à la fois rigoureux sur le plan scientifique et dévastateur sur le plan humain. Voix du passé, les observateurs de la catastrophe. Pour saisir la portée de ce qui s'est produit en 536 après JC, il nous faut prêter l'oreille à ceux qui l'ont directement expérimenté.
Il ne s'agit pas de voix d'historiens contemporains analysant des faits anciens, mais de récits directs d'individus qui ont levé la tête vers le ciel et ont observé quelque chose qui échappait à toute explication. Leurs paroles, conservées dans de vieux manuscrits, nous plongent directement dans cette période de peur et de désarroi. Miguel le Syrien, un écrivain byzantin résidant au sein de l'Empire romain d'Orient, a rédigé avec une exactitude qu'une personne ayant directement vécu ces faits pourrait seule réussir à atteindre. Le soleil s'est obscurci et est demeuré ainsi pendant 18 mois. Il ne brillait que 4 heures par jour, et pourtant sa luminosité n'était qu'une pâle ombre. Chacun a affirmé que le soleil ne retrouverait jamais sa pleine splendeur. Visualisez Miguel, installé dans son scriptorium, tenant une plume tremblante remplie d'encre, essayant de dénicher des termes pour exprimer quelque chose qui n'avait jamais été vécu auparavant par l'humanité. Cependant, Michel n'était pas le seul à témoigner. À l'autre bout du monde méditerranéen, Procope de Césarée, l'historien attitré de l'empereur Justinien, a consigné des constatations comparables avec la rigueur d'un scientifique contemporain. Cette année-là, le signe le plus terrible s'est révélé. Durant toute l'année, le soleil diffusait sa clarté sans éclat, à l'instar de la lune, et donnait l'impression d'être une éclipse. Les faisceaux qu'il produisait n'étaient plus aussi nets que ceux qu'il avait l'habitude de produire. Procopius, ayant effectué de nombreux voyages et ayant été témoin d'éclipses solaires ordinaires, comprenait que c'était une chose totalement différente. Ces descriptions se distinguent par leur cohérence et leur exactitude technique. Ces chroniqueurs ne rédigeaient ni fiction ni propagande. Ils consignaient soigneusement un phénomène qui influait profondément sur leur vie de tous les jours. Ils expliquèrent comment la lumière solaire ténue compliquait la distinction des ombres, comment les thermomètres dégringolaient même en pleine saison estivale, et comment les moissons commençaient à échouer dans l'ensemble du monde connu. Ces témoignages sont d'autant plus percutants qu'ils émanent de sources autonomes, qui n'avaient aucun moyen de se mettre en relation. Internet n'existait pas, les téléphones étaient absents, et Miguel à Constantinople ne disposait d'aucun moyen de mettre en coordination son récit avec Procope en Afrique du Nord. Néanmoins, leurs descriptions présentent une similitude notable, laissant supposer qu'ils percevaient et consignaient le même phénomène à l'échelle mondiale. On pourrait dire que nous avons installé plusieurs caméras de surveillance à divers endroits du globe, toutes enregistrant le même événement exceptionnel. Ces récits mettent également en lumière un aspect profond de la psychologie humaine confrontée à l'inexplicable. Les commentateurs ont éprouvé des difficultés à trouver des métaphores et des comparaisons pour illustrer ce qu'ils observaient. Ils faisaient une comparaison entre le soleil et la lune, qualifiant la lumière de « sans rayon » ou « sombre », et employaient des expressions généralement associées aux éclipses tout en sachant pertinemment qu'elles ne convenaient pas à cette situation. On aurait dit que le langage lui-même était insuffisant pour saisir l'étendue de ce qui se déroulait. Ce qui fait de l'année 536 après JC plus qu'une simple curiosité historique, c'est la capacité des chercheurs contemporains à déchiffrer le passé à travers l'utilisation d'instruments qui dépassent largement les documents écrits. Cette avancée majeure dans le domaine de l'historiographie constitue l'un des développements les plus enthousiasmants pour notre appréhension du passé. Elle transforme la discipline historique, précédemment centrée sur l'examen de textes, en une science pluridisciplinaire capable de reconstituer des événements avec une précision quasi judiciaire. Le premier grand avancement a été obtenu grâce à l'analyse des carottes de glace, qui servent de capsules temporelles climatiques conservées dans les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Chaque année, la neige s'entasse et se compacte en glace, formant des strates annuelles que les chercheurs peuvent dénombrer comme on le ferait pour les cernes d'un arbre. Cependant, ces carottes de glace recèlent bien plus que de simples données sur les précipitations. Quand les volcans entrent en éruption, ils projettent des particules de soufre dans l'atmosphère qui retombent sous forme de neige et sont conservées dans la glace. Grâce à leur précision, les chercheurs sont en mesure de repérer ces marques volcaniques, ce qui leur permet non seulement de confirmer qu'une éruption s'est produite,
mais aussi de déterminer la date et l'intensité de celle-ci. Quand les scientifiques ont examiné des carottes de glace datant de l'an 536 après JC, ils ont découvert quelque chose d'exceptionnel, des pics colossaux de soufre volcanique, suggérant non pas une seule, mais plusieurs éruptions volcaniques d'une envergure extraordinaire. On aurait dit que la Terre avait connu une phase d'activité volcanique si massive qu'elle avait radicalement transformé la composition de son atmosphère. Il ne s'agissait pas d'éruptions ordinaires, on les a qualifiées de éruptions supervolcaniques, des phénomènes d'une telle ampleur qu'ils pourraient avoir des impacts sur le climat mondial durant plusieurs années. Cependant, les carottes de glace n'étaient que le commencement. Les chercheurs ont aussi utilisé la dendrochronologie, qui est l'analyse des cernes de croissance des arbres, afin de saisir l'impact de ces modifications atmosphériques sur la vie terrestre. Les arbres agissent comme des baromètres naturels. Leurs anneaux de croissance témoignent des conditions météorologiques de l'année où ils ont poussé. Des anneaux larges sont produits par des années humides et chaudes, tandis que des anneaux étroits sont formés durant les années froides et sèches, quand les dendrochronologues ont analysé des arbres du globe qui ont perduré jusqu'en 536 après JC. Mais ils ont décelé un schéma identique, des cercles de croissance excessivement étroits signalant des conditions de développement désastreuses. Cette preuve scientifique a métamorphosé des récits historiques qui avaient été qualifiés d'exagérés pendant des siècles en documents précis relatant une authentique catastrophe climatique. Les chroniqueurs du Moyen Âge n'étaient pas alarmistes lorsqu'ils évoquaient un soleil faible et des températures basses. Ils consignaient fidèlement les conséquences d'une perturbation atmosphérique de grande ampleur due à de nombreuses éruptions volcaniques. C'était comme si les chercheurs avaient présenté des preuves légales pour corroborer des témoignages vieux de 1500 ans. Pour saisir pleinement les événements de l'année 536 après JC, il est indispensable de comprendre avec précision comment les éruptions volcaniques peuvent modifier le climat à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un processus facile ou instantané. C'est une séquence complexe d'événements atmosphériques qui peut engendrer des répercussions durables sur plusieurs années, voire des dizaines d'années. Visualise l'atmosphère terrestre comme un immense bassin d'air enveloppant notre planète. Lorsqu'un volcan de grande envergure entre en éruption, c'est comme si des millions de tonnes de particules étaient déversées dans cette piscine, modifiant radicalement sa composition et son comportement. Quand les éruptions volcaniques atteignent une force suffisante, elles envoient des débris non seulement dans l'atmosphère inférieure où nous résidons, mais aussi jusqu'à la stratosphère, une strate de l'atmosphère qui s'étend entre 10 et 50 km au-dessus de nos têtes. Cette différence est primordiale, étant donné que les matériaux qui parviennent à la stratosphère peuvent y persister pendant plusieurs années, contrairement aux particules situées dans l'atmosphère inférieure qui sont rapidement dispersées par la pluie et le vent. C'est comparable à la différence entre introduire du sable dans un lac calme et le faire dans une rivière à fort débit. Les composés de soufre, notamment le dioxyde de soufre, sont les particules les plus significatives qui parviennent à la stratosphère. Une fois atteignant la stratosphère, ces composés fusionnent avec de la vapeur d'eau pour donner naissance à de minuscules gouttelettes d'acide sulfurique. Ces gouttelettes fonctionnent comme des milliers de minuscules miroirs, renvoyant la lumière solaire vers l'espace avant qu'elle n'atteigne le sol terrestre. C'est comme si un immense écran solaire avait été mis en place autour de la planète entière. L'impact de ce filtre solaire volcanique se manifeste par une diminution spectaculaire de l'énergie solaire qui parvient à la surface de la Terre. Cela implique non seulement une réduction de la lumière, mais également de la chaleur. Il est possible que la température globale diminue de quelques degrés, ce qui pourrait paraître insignifiant, mais cette baisse pourrait suffire à provoquer d'importants changements climatiques. Pour vous donner un point de vue, l'écart entre notre époque actuelle et la dernière ère glaciaire n'est que d'environ 6 degrés Celsius. Par conséquent, une diminution de 2-3 degrés peut provoquer des conséquences totalement dévastatrices sur les écosystèmes à l'échelle mondiale.
Concernant l'année 536 après JC, les chercheurs ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'une éruption unique, mais plutôt d'une série de grandes éruptions qui se sont déroulées consécutivement à un rythme rapide. Des indices indiquent qu'au moins 3 grandes éruptions supervolcaniques ont eu lieu entre 536 et 550 après JC, chacune augmentant la quantité de particules dans la stratosphère et prolongé l'impact climatique. On aurait dit que la Terre avait été frappée par un marteau volcanique, non pas une fois, mais à plusieurs reprises. Chaque impact contribuant à détériorer davantage un système climatique déjà éprouvé. Cette conjonction de plusieurs éruptions a engendré une tempête parfaite atmosphérique qui a radicalement modifié le climat mondial pendant plus de 10 ans. Imagine que tu es un agriculteur en l'an 536 de notre ère, habitant dans ce qui est actuellement la France. Tu as reçu en héritage les terres que ton père et ton grand-père ont cultivées avant toi. Tu es familiarisé avec chaque saison, chaque type d'averse, chaque indice que la nature te transmet sur le moment idéal pour semer et pour récolter. Ton existence, tout comme celle de quasiment toute l'humanité à cette période, repose entièrement sur ta faculté à générer de la nourriture à partir du sol. Cependant, au printemps de 536, un événement inexplicable survient. Le soleil perd de sa force, les températures baissent et tout ce que vous connaissiez en matière d'agriculture devient obsolète du jour au lendemain. Ce n'est pas un excès de rhétorique, mais une vérité à laquelle des millions d'agriculteurs dans le monde ont dû faire face lorsque les éruptions volcaniques ont radicalement altéré les schémas climatiques globaux. Au VIe siècle, même dans les conditions les plus favorables, l'agriculture restait une activité précaire. Sans les engrais contemporains, sans cultures résistantes aux conditions climatiques, sans système d'irrigation avancé, les agriculteurs étaient entièrement tributaires de conditions météorologiques régulières. La majorité des civilisations existaient dans ce que les historiens désignent comme une économie de subsistance, générant à peine suffisamment pour vivre, sans provision notable pour les périodes difficiles. Quand les températures à l'échelle mondiale ont baissé de plusieurs degrés suite à la présence de cendres volcaniques dans l'atmosphère, cela a eu un impact direct et dévastateur sur l'agriculture. Pour une maturation adéquate, les cultures nécessitent un certain nombre de degrés jour de croissance, une notion que les chercheurs définissent comme la somme des températures nécessaires au cours du cycle de croissance. On pourrait dire que chaque plante possède un compteur interne qui cumule la température jour après jour, jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau requis pour produire des fruits ou des graines. Quand les températures demeurent continuellement en dessous de la normale, ce compteur ne parvient jamais à atteindre le total nécessaire et les cultures ne mûrissent tout simplement pas. La situation s'est détériorée en raison d'une répartition inégale du refroidissement à l'échelle mondiale. Des hivers extrêmement rigoureux ont frappé certaines régions, anéantissant des cultures qui auraient normalement pu survivre. D'autres zones ont connu des étés qui n'ont jamais vraiment eu lieu, avec des températures demeurant trop froides pour la croissance habituelle des plantes tout au long de la saison végétative. Les anneaux des arbres de cette époque indiquent que même les forêts ont éprouvé des difficultés à se développer, générant certains des cercles les plus étroits en milliers d'années d'enregistrement naturel. Cependant, ce qui a peut-être été le plus dévastateur de tous, c'est l'impact psychologique sur les communautés agricoles. Ce n'étaient pas des phénomènes météorologiques normaux que les individus étaient capables de comprendre ou d'anticiper. Il semblait même que le soleil lui-même était en déclin, et personne ne pouvait donner de réponse à ce qui se déroulait. Imaginez l'épouvante de voir vos plantations se dessécher sous un soleil pâle et inhabituel, sans aucune certitude quant au retour des conditions habituelles. On aurait dit que les lois essentielles de la nature avaient été modifiées, laissant des millions d'individus démunis d'instruments intellectuels ou concrets pour se conformer à cette nouvelle réalité climatique. Le passage de la défaillance des cultures à une famine généralisée n'a pas été graduel.
C'était une descente vertigineuse vers le désespoir qui s'est intensifié chaque mois qui s'écoulait. Pour saisir l'importance de ce qui s'est produit, il nous faut garder à l'esprit que la majorité des familles au VIe siècle subsistaient littéralement d'une moisson à l'autre. Il n'existait pas de grandes surfaces, ni de réseaux globaux d'approvisionnement alimentaire, encore moins de stocks gouvernementaux notables de céréales. En 536 après J. Sensé, face à l'échec des récoltes, aucune alternative n'était disponible. Les conséquences de la famine ont commencé à apparaître de façon que les chroniqueurs de l'époque ont consigné avec une terreur grandissante. Procopius a relaté des individus qui ont commencé à consommer de l'herbe, de l'écorce d'arbres et même de la terre dans une tentative désespérée de remplir leur ventre. Il ne s'agissait pas uniquement de misère extrême, c'était l'effondrement radical des systèmes de production alimentaire qui avaient soutenu la civilisation pendant des milliers d'années. Les stocks de céréales, habituellement suffisants jusqu'à la prochaine moisson, se sont vidés dans les premiers mois, laissant d'innombrables communautés sans nourriture. La grave famine a engendré toute une série de transformations sociales qui ont été tout aussi dévastatrices que la pénurie alimentaire elle-même. Dans les zones urbaines, le coût de chaque produit alimentaire a atteint des sommets que seuls les individus les plus fortunés pouvaient se permettre. Cela a engendré une tension sociale explosive entre les différentes classes, les plus démunis observant les élites poursuivre leurs festins alors qu'ils étaient acculés par la famine. Les marchés en milieu urbain, qui reposaient sur un approvisionnement continu de produits agricoles venant des zones rurales, ont commencé leur déclin total quand il n'y avait plus rien à proposer sur le marché. Dans les régions rurales, la situation était encore plus grave, car ces communautés avaient non seulement perdu leur source de revenus, mais également leur motif d'existence. Les agriculteurs qui ne parvenaient pas à subvenir aux besoins de leur famille avec leurs propres terres faisaient face à une décision déchirante: rester et périr de faim ou tout abandonner pour chercher de la nourriture ailleurs. Les familles ne prenaient pas cette décision à la légère. Cela impliquait de renoncer non seulement à leur domicile, mais également aux sépultures de leurs ancêtres, à leur communauté et à l'intégralité de leur identité culturelle. La nature globale de cette crise alimentaire a accentué sa dévastation. Habituellement, en cas de mauvaise moisson dans une région, celle-ci pouvait échanger avec d'autres régions qui avaient eu des récoltes plus satisfaisantes. Cependant, les éruptions volcaniques de l'an 536 ont eu un impact sur le climat mondial. Il n'existait pas de zone bonne auquel se tourner. L'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique ont tous simultanément subi les pires échecs de moisson depuis des centaines d'années. Cela avait l'apparence d'un effondrement simultané de l'ensemble du système mondial de production alimentaire. Cette conjonction de défaillances agricoles à l'échelle mondiale a engendré un phénomène que les historiens rencontrent rarement: une crise de la faim véritablement globale. Les conséquences ont été particulièrement dures pour les populations urbaines qui étaient entièrement dépendantes des importations alimentaires des régions rurales. Quand les agriculteurs ne parvenaient pas à générer des surplus, les cités se muèrent en véritables pièges mortels où des milliers d'individus rivalisaient pour obtenir de plus en plus peu de nourriture disponible. Quand la famine atteint une confin insupportable, un phénomène commença à émerger qui transformerait irrévocablement la configuration politique et culturelle mondiale: l'exode massif de populations entières en quête de survie. Ce n'était pas une migration progressive et organisée qui avait marqué les déplacements de populations antérieures, mais plutôt des fuites désespérées d'individus échappant littéralement à la mort par famine. Pour saisir l'étendue de la situation, envisageons que l'intégralité de la population d'un pays contemporain doit évacuer en même temps ses résidences et trouver asile dans des contrées étrangères. Les déplacements de population provoqués par la calamité de 536 après J.C. ont emprunté des voies commerciales et de communication utilisées depuis des siècles, mais aujourd'hui, ces mêmes voies sont devenues des cours d'eau humains emportant des réfugiés en détresse.
Les tribus germaniques du nord de l'Europe, qui avaient déjà poussé les limites de l'Empire romain durant des décennies, trouvèrent dans cette crise le dernier impetus pour quitter leur terre d'origine. Mais il ne s'agissait pas de conquérants méthodiques avançant vers la gloire. C'étaient des familles résignées, portant le peu qui leur restait à la recherche de n'importe quel lieu pour nourrir leurs enfants. En Asie, les communautés nomades, ayant historiquement préservé un équilibre fragile entre l'agriculture sédentaire et l'élevage itinérant, ont été forcées de renoncer à ce style de vie suite à la mortalité de leurs troupeaux et à l'échec de leur culture. Ces déplacements de populations asiatiques ont engendré un effet domino qui a incité d'autres groupes à se déplacer vers l'ouest, générant des flux migratoires qui se sont propagés de la Mongolie jusqu'à l'Europe de l'Est. On aurait dit qu'un immense jeu de dominos humains était en cours dans les steppes asiatiques, se propageant à travers l'ensemble du continent eurasien. C'est le caractère permanent de ces migrations qui les a rendues particulièrement déstabilisatrices et non temporaires. Sous des conditions normales, les populations forcées de se déplacer à cause de sécheresse ou de mauvaises moissons locales pouvaient potentiellement regagner leur région natale une fois que la situation s'était améliorée. Toutefois, la calamité de 536 après JC a radicalement modifié les modèles climatiques pendant plusieurs années, rendant impossible un retour aux conditions précédentes. Ces groupes migrateurs ont compris qu'ils devaient construire durablement de nouvelles existences dans des régions inédites. Ces migrations ont eu un effet traumatisant sur les populations en place. Des communautés qui avaient connu une stabilité relative pendant des générations se sont brusquement retrouvées face à des milliers d'étrangers affamés qui arrivaient à leurs limites. Ces réfugiés ne se contentaient pas de se concurrencer pour des ressources alimentaires déjà précieuses. Ils apportaient aussi avec eux une diversité de langues, cultures, religions et coutumes sociales. L'issue a été une tension culturelle considérable qui s'est additionnée aux contraintes économiques déjà intolérables, engendrées par la crise de l'alimentation. Ces déplacements de masse ont aussi provoqué des transformations politiques essentielles. Face à la crise alimentaire, les autorités locales, déjà en difficulté pour assurer l'ordre, ont été submergées par l'afflux de migrants. Il y a eu des tentatives d'imposer la fermeture de frontières par la force, entraînant des affrontements violents. Certains ont essayé d'incorporer les nouveaux venus, ce qui a fréquemment conduit à une transformation totale de leurs propres entreprises. Dans de nombreux scénarios, les structures politiques en place ont tout simplement cédé sous la contrainte, étant substituées par de nouvelles formes d'organisation sociale résultant de l'union des populations autochtones et migrantes. Quand l'exode de masse s'est mêlé à la famine persistante et au bouleversement climatique, cela a conduit à la déliquescence des structures sociales et politiques qui avaient assuré l'unité des civilisations pendant plusieurs siècles. Ce ne fut pas une déchéance progressive, mais un effondrement brutal et désastreux qui laissa des millions d'individus dépourvus des fondements gouvernementaux, commerciaux et sociaux sur lesquels ils avaient basé leur existence toute leur vie. Pour saisir la portée de cette chute, visualiser que tous les systèmes que nous considérons comme acquis, gouvernement, forces publiques, établissements médicaux, écoles, institutions financières, s'arrêtent tout à coup de fonctionner en même temps. Le commerce, qui agissait comme le lien unificateur des civilisations du VIe siècle, fut le premier système à subir un effondrement. Quand les populations le long des anciennes routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie se sont dispersées ou ont péri, ces voies de communication en sont devenues impraticables. Les commerçants qui avaient facilité le troc de marchandises entre des zones éloignées se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de produits à échanger, ni de communautés fixes avec lesquelles effectuer des transactions. Quand il n'y avait plus rien à acheter, les monnaies ont perdu de leur valeur. Beaucoup de communautés ont alors reverti à des systèmes d'échange primaires ou ont totalement abandonné le commerce économique. L'autorité gouvernementale a connu une désintégration dont la manifestation variait d'une région à l'autre, mais qui a toujours eu des conséquences dévastatrices. Les administrations locales reposaient sur l'assiette fiscale des agriculteurs productifs.
Mais quand ces derniers se sont dispersés ou sont décédés, les recettes gouvernementales se sont évanouies. Sans moyens financiers, les gouvernements étaient incapables de maintenir des forces armées, de bâtir ou de préserver des infrastructures, ni d'assurer les services fondamentaux qui validaient leur pouvoir. Un grand nombre de fonctionnaires d'État ont tout bonnement quitté leurs fonctions pour se joindre aux foules de réfugiés en quête de subsistance. La chute de l'autorité gouvernementale a engendré un vide de pouvoir qui a été rempli par divers intervenants, dont un grand nombre a recours à la violence pour faire prévaloir leurs désirs. Dans de nombreuses zones, des chefs militaires locaux ont vu le jour, proposant une défense en retour de fidélité et de ressources. Des groupes de pillards ont exploité le manque de forces policières structurées pour s'en prendre à des communautés fragiles. Dans certaines zones, des organisations religieuses extrémistes ont accru leur influence en affirmant que le désastre était une punition divine évitable par un dévouement intensif et l'assainissement de la société. Il se peut que l'effondrement des systèmes de savoir et d'éducation ayant préservé l'apprentissage humain pendant des siècles soit le plus dévastateur de tous. Quand les communautés qui géraient les bibliothèques se sont éparpillées, celles-ci ont été soit abandonnés, soit démolis. Les érudits et les scribes qui avaient transcrit et sauvegardé des écrits anciens sont décédés ou se sont échappés, emportant avec eux des savoirs qui, dans bien des situations, ont été perdus pour toujours. Les écoles ont été fermées quand il n'existait plus de communauté stable pour leur apporter un soutien. Cela a entraîné une perte considérable de savoir accumulé qui retarderait l'évolution intellectuelle de l'humanité pendant des siècles. Cet effondrement de l'ordre social a aussi entraîné des conséquences psychologiques importantes pour les populations qui ont survécu. Ceux qui avaient passé leur existence dans des communautés structurées se sont subitement trouvés dans un univers où les fondements de la civilisation ne s'appliquaient plus. Lorsque la survie est devenue l'unique priorité, la coopération sociale a commencé à se désintégrer, érodant ainsi la confiance mutuelle qui avait permis cette collaboration. Lorsque les populations se sont mêlées et dispersées, les identités culturelles qui avaient façonné les communautés pendant de nombreuses générations ont perdu leur cohésion. Cela a conduit à une crise existentielle majeure qui a touché non seulement la survie physique, mais également la signification et l'objectif des personnes survivantes. Au cœur du tumulte et du désespoir qui caractérisait les années postérieures à 536 de notre ère. En l'an 2023, la nature se préparait à porter son coup le plus destructeur, tandis que les humains faisaient face à la famine, aux migrations de masse et à l'effondrement social. Une petite visiteuse microscopique attendait tranquillement son tour pour faire sa présence remarquée. Cette visiteuse porterait un nom qui serait associé à la mort et à l'effroi, Yersinia pestis, l'agent pathogène de la peste bubonique. Pour saisir pleinement pourquoi cette bactérie a trouvé un environnement propice à son développement à cette période spécifique de l'histoire, il nous faut raisonner comme des spécialistes en épidémiologie et analyser comment une série de désastres contribue à instaurer les conditions parfaites pour des pandémies. Habituellement, la Yersinia pestis n'infecte pas les humains. Durant la majeure partie de son parcours évolutif, elle a coexisté tranquillement au sein de colonies de rongeurs sauvages, notamment parmi les populations de rats et d'autres petits mammifères. Cette bactérie se propage essentiellement par les puces présentes sur ces rongeurs, générant ce que les chercheurs désignent comme un cycle enzootique, un modèle d'infection qui demeure stable au sein des populations animales sans toucher de manière significative les humains. Considérons-le comme un équilibre naturel. Les bactéries, les puces et les rongeurs ont coexisté pendant des milliers d'années sans engendrer de problèmes majeurs pour les populations humaines. Toutefois, l'équilibre a été radicalement modifié par les conditions induites par la catastrophe climatique de 536 après JC. Lorsque les températures mondiales ont baissé et que les schémas de précipitation ont subi des modifications radicales, les écosystèmes qui avaient soutenu les populations de rongeurs sauvages ont commencé à se désintégrer.
Les rongeurs qui habitaient habituellement dans des habitats ruraux éloignés des zones habitées ont été forcés de trouver leur nourriture et refuge dans des régions de plus en plus adjacentes aux communautés humaines. On aurait dit que la nature avait, par inadvertance, érigé des passerelles reliant des foyers de maladies animales à des communautés humaines fragiles. Simultanément, les populations humaines avaient atteint une vulnérabilité exceptionnelle face aux maladies infectieuses. Des années de malnutrition avaient sérieusement compromis les systèmes immunitaires d'innombrables individus. L'afflux massif de migrants a engendré des conditions de surpeuplement, rassemblant un grand nombre d'individus dans des espaces restreints et mal assainis. Les structures sociales censées fournir des soins de santé primaires se sont écroulées, laissant les communautés démunies pour faire face aux épidémies de maladies. On aurait dit que toutes les protections naturelles et créées par l'homme qui gardaient les sociétés humaines à l'abri des infections avaient été méthodiquement supprimées. L'interaction de ces éléments a engendré ce que les épidémiologistes contemporains qualifieraient de conditions idéales pour l'apparition d'une pandémie. Les populations de rongeurs contaminés ont migré vers des régions habitées par l'homme. Les populations humaines étaient immunologiquement vulnérables, surpeuplées et dépourvues d'accès à des soins de santé. Les réseaux commerciaux encore opérationnels ont assuré des voies pour le transport à longue distance. Et surtout, personne n'était au courant de la théorie des germes ou des mesures fondamentales de santé publique qui auraient pu maîtriser l'épidémie. Le contexte était idéalement mis en place pour une crise épidémiologique d'ampleur historique. En 541 de notre ère, soit 5 ans après l'instauration d'une catastrophe climatique, la Yersinia pestis fit finalement son apparition dévastatrice dans le monde méditerranéen. Cette pandémie qui a suivi est référencée dans l'histoire sous le titre de peste de Justinien. Elle porte ce nom en hommage à l'empereur byzantin qui était à la tête de l'Empire romain d'Orient durant cette époque. Cependant, le qualifier simplement de peste ne rend pas complètement compte de l'étendue totale de ce qui était sur le point de se passer. Il s'agissait de la première pandémie véritablement globale, consignée dans l'histoire de l'humanité. Un événement qui a littéralement modifié le cours de la civilisation mondiale. Selon les documents historiques, la pandémie a débuté dans les ports situés à l'est de la Méditerranée, notamment à Pelusium, en Égypte. Ce lieu était un carrefour commercial majeur reliant l'Afrique à l'Asie et à l'Europe. Ce n'était pas dû au hasard. Les ports étaient des points de départ idéaux pour les pandémies puisqu'ils attiraient un grand nombre d'individus issus de diverses régions, sans oublier les rats et autres rongeurs qui se déplaçaient secrètement à bord des navires marchands. Les navires marchands de cette période n'étaient pas simplement des moyens de transport pour le commerce de marchandises. Ils s'étaient, sans le vouloir, métamorphosés en foyers itinérants de maladies contagieuses. Notre chroniqueur de confiance, Procopius de Césarée, qui avait consigné les phénomènes météorologiques étranges de 536 après J.C., se trouve désormais à relater des événements encore plus effrayants. Les descriptions de la peste qu'il fournit sont si minutieuses et exactes que les médecins contemporains peuvent rétroactivement identifier précisément la maladie dont il parlait. Il a décrit l'émergence inattendue de fortes fièvres, accompagnée de l'apparition de bubons gigantesques et douloureux dans les régions de l'aine, des aisselles et du cou chez les personnes touchées. Il a expliqué comment certaines personnes décédaient en quelques jours, alors que d'autres tombaient malades pendant des semaines avant de mourir. Les descriptions de Procope sont particulièrement précieuses car elles ne se contentent pas de documenter les symptômes médicaux, mais mettent également en lumière l'effet social de la pandémie. Il a expliqué de quelle manière les structures normales de la société ont commencé à se désagréger sous l'énorme fardeau de la mortalité à grande échelle. Les familles étaient dans l'incapacité d'inhumer leurs défunts, faute de place pour trop de cadavres et d'un nombre restreint de survivants. Les services de l'État ont arrêté leurs activités, car les employés étaient soit décédés, soit partis en fuite.
Le marché a cessé ses activités, faute d'un nombre suffisant d'individus en bonne condition physique pour maintenir son fonctionnement. L'ampleur de la propagation de la pandémie a été stupéfiante, surtout si l'on considère les restrictions de déplacement de cette époque. Partie d'Égypte, la peste s'est diffusée avec une redoutable efficacité le long des voies commerciales méditerranéennes. Constantinople, capitale de l'Empire byzantin et figure parmi les métropoles mondiales de son temps, a subi des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Des chroniqueurs rapportent qu'au paroxysme de la pandémie, jusqu'à 10 000 individus décédaient chaque jour uniquement dans la ville de Constantinople. Pour donner une idée, cela serait similaire à ce qu'une ville contemporaine de l'envergure de Paris se vide totalement de ses habitants en à peu près 8 mois. Toutefois, la peste de Justinien n'a pas été confinée au monde méditerranéen. Les données archéologiques et les dossiers historiques démontrent que la pandémie a progressé vers le nord en direction de la Scandinavie, vers l'ouest en atteignant les îles britanniques, vers l'est en touchant la Chine et vers le sud en s'étendant jusqu'à l'Afrique subsaharienne. C'était véritablement une pandémie de portée mondiale, à une époque où la communication à l'échelle internationale était presque inexistante. L'apparition simultanée de la même épidémie en des lieux aussi distants que l'Angleterre et la Chine témoigne de l'interconnexion manifeste du monde au VIe siècle, en dépit du manque de technologies contemporaines de communication et de déplacement. Pour saisir l'ampleur de la catastrophe qu'a représentée la peste de Justinien, il nous faut mesurer les enjeux de l'époque lorsqu'elle a sévi. En 527, après J.C., l'empereur Justinien Ier a accédé au trône avec l'une des aspirations les plus audacieuses de l'histoire impériale: rétablir entièrement l'Empire romain à sa splendeur d'autrefois. Au fil des 2 derniers siècles, l'Empire romain d'Occident avait peu à peu subi un déclin, cédant région après région face aux tribus germaniques en déplacement. Justinien était convaincu qu'il pourrait renverser cette évolution historique et rétablir l'unité de la Méditerranée sous le règne romain une nouvelle fois. Ce n'était pas seulement le fantasme mégalomane d'un empereur ambitieux. Justinien disposait de ressources tangibles et de plans concrets pour concrétiser sa vision. Il avait reçu en héritage un empire florissant, doté d'une économie solide, une armée professionnelle compétente, dirigée par des stratèges brillants tels que Bélisaire, ainsi qu'une bureaucratie administrative évoluée à même de gérer efficacement d'immenses territoires. Ses premières opérations militaires avaient connu un succès retentissant, récupérant le nord de l'Afrique aux Vandales et une vaste portion de l'Italie aux Ostrogoths. Environ vers 540 de notre ère. Il semblait alors que le rêve de restaurer Rome pourrait véritablement se concrétiser. Justinien a aussi lancé d'énormes projets internes qui témoignaient de l'assurance et de l'ambition de son administration. Le projet le plus connu de cette époque était la construction de la Sainte-Sophie, une basilique si splendide que, une fois terminée, Justinien aurait prétendument lancé « Salomon, je t'ai surpassé ». Justinien, au-delà de ses ambitions de construction monumentale, a commandé une refonte intégrale du droit romain, donnant naissance au corpus juris civilis, qui servirait de fondement au système juridique européen pendant plus d'un millénaire. C'était un empereur qui envisageait les choses en termes d'héritage durable et de grandeur historique. Néanmoins, toutes ces réalisations et aspirations ont été abruptement stoppées par la conjonction de la catastrophe climatique de 536 après J.C. et de la pandémie subséquente. Les conséquences ont commencé à se faire sentir avant même que la peste n'arrive à Constantinople. Les échecs de récolte ayant provoqué des problèmes économiques avaient considérablement diminué les recettes fiscales de l'Empire, rendant donc de plus en plus ardu le financement des coûteuses expéditions militaires de reconquête. Les fonds qui étaient censés être consacrés à l'entretien des troupes sur le terrain ont dû être redirigés vers l'achat de céréales en provenance des rares zones capables encore de générer des surplus alimentaires. Quand la peste de Justinien a fini par atteindre Constantinople en 542 après J.C.,
Les conséquences ont été dévastatrices, non seulement sur le plan du nombre de décès, mais également quant à la capacité de l'Empire à assurer son administration. L'efficacité et la sophistication jadis célèbres de la bureaucratie byzantine se sont transformées en paralysie suite au décès ou à l'exil de fonctionnaires majeurs de la capitale. Les recettes fiscales, précédemment affectées par les difficultés agricoles, ont totalement chuté suite au décès des percepteurs d'impôts et à la dispersion ou au décès des contribuables. L'impact sur la capacité militaire de Justinien fut peut-être l'effet le plus dévastateur pour ces projets. Les forces armées professionnelles qui avaient triomphé de manière éclatante en Afrique et en Italie furent décimées par la maladie. Toutefois, le souci ne résidait pas uniquement dans la perte directe de militaires, c'était aussi l'impossibilité de recruter et d'instruire des successeurs lorsque les civils, qui fournissaient habituellement des soldats, décédaient par dizaines. Justinien s'est vu confronté à la tâche de préserver des gains militaires malgré la réduction progressive de ses ressources et une capacité militaire qui se dégradait constamment. Pendant que Justinien tentait de préserver son empire face à la triple menace du changement climatique, de l'effondrement économique et de la pandémie, le reste du monde subissait des crises tout aussi désastreuses. La peste de Justiniano ne faisait pas de distinction entre limites politiques, particularités culturelles ou obstacles géographiques. C'était une force naturelle qui exerçait un traitement uniformément mortel sur toutes les communautés humaines, engendrant une expérience commune de douleur qui rassemblait l'humanité dans sa fragilité partagée. En Chine, la dynastie Wei du Nord, qui a connu une période de prospérité et de stabilité relativement importante, s'est subitement retrouvée dans le désordre lorsqu'une pandémie a surgi par les voies commerciales de la route de la soie. Les documents historiques chinois de cette époque mentionnent des symptômes qui correspondent manifestement à la peste bubonique. Ils évoquent également une mortalité si importante que les structures administratives traditionnelles de l'Empire chinois ont commencé à se désintégrer. Lorsque leurs habitants sont décédés ou ont fui, les cités jadis florissantes en matière de commerce et de culture se sont métamorphosées en villes fantômes. L'expérience chinoise offre des leçons précieuses en montrant comment diverses cultures ont compris et réagi à la même crise biologique. Tandis que les chroniqueurs de l'Empire byzantin avaient une propension à percevoir la pandémie comme un fléau divin ou un présage de fin du monde, les auteurs chinois avaient plutôt tendance à l'envisager comme une rupture de l'équilibre naturel, demandant des interventions administratives et médicales appropriées. Toutefois, malgré les divergences culturelles dans l'interprétation, les conséquences pratiques se révélèrent également désastreuses dans les deux civilisations. Dans l'Europe de l'Ouest, où les structures politiques avaient été préalablement déstabilisées par des siècles d'invasion et d'instabilité, la pandémie a accéléré des mouvements de fragmentation déjà en cours. Les royaumes wisigoths en Espagne, les royaumes francs en France, ainsi que les diverses principautés d'Italie se retrouvèrent à combattre non seulement des adversaires extérieurs, mais aussi un ennemi caché qui faisait des ravages sans distinction entre nobles et paysans, militaires et civils, jeunes et âgés. La pandémie a servi de puissant niveleur social, révélant que la fortune et l'influence politique ne fournissaient que peu de défense face aux forces naturelles. Malgré leur éloignement géographique des foyers de la pandémie en Europe, les sociétés des Amériques ont dû faire face à leur propre crise, découlant des modifications climatiques mondiales induites par les éruptions volcaniques. La culture moche du Pérou, qui a connu des siècles de prospérité, a commencé à se désintégrer durant cette époque, suite à des modifications radicales dans les cycles de pluie qui ont influencé leur agriculture fondée sur des systèmes d'irrigation sophistiqués. Même s'ils n'ont pas été touchés directement par la Yersinia pestis, ils ont vécu leur propre forme d'effondrement de civilisation. Durant cette période, l'expérience en Afrique est moins enregistrée du fait du manque de documents. Mais les découvertes archéologiques laissent supposer que les populations du nord de l'Afrique, reliées aux circuits commerciaux méditerranéens, ont subi des baisses démographiques importantes correspondant à l'effet de la pandémie.
C'est particulièrement remarquable car cela prouve que même les zones qui étaient à l'écart des principaux réseaux commerciaux n'ont pas réussi à se soustraire aux conséquences de cette calamité planétaire. L'analyse approfondie de la pandémie révèle une image d'un monde ayant simultanément traversé une crise existentielle typiquement associée à des événements tels que les guerres mondiales ou les collapsus économiques à l'échelle mondiale. Mais à l'opposé des crises contemporaines qui impactent souvent certaines zones plus que d'autres, l'union du changement climatique lié au volcanisme et de la crise sanitaire bactérienne a engendré une véritable expérience universelle de douleur et de désastre touchant presque toutes les communautés humaines sur notre planète.